Regardez-le. Non, ne détournez pas les yeux par politesse, regardez-le vraiment. Il s'appelle Shin Yong-woo. Et si vous ressentez une pointe de dégoût en le voyant, c'est assez normal. C'est même voulu. On nous a vendu l'idée que le héros est une version sublimée de nous-mêmes. Un idéal à atteindre. Mais Yong-woo est le reflet de tout ce que nous essayons de cacher sous le tapis. Il est la personnification de la stagnation. Il est ce moment où, après avoir éteint votre écran, vous fixez le noir et vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Il n'a pas de destin, il n'a pas de talent caché, il n'a même pas la noblesse du martyr. Il est juste médiocre. Et la médiocrité, c'est une blessure qui ne saigne pas, mais qui ne guérit jamais. Le monde de Yong-woo se résume à une équation mathématique simple et cruelle. 2,1 milliards de won. C'est le montant de sa dette. Prenez une seconde pour réaliser ce que ce chiffre signifie. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est du temps. C'est des années de vie déjà vendues à un créancier avant même d'avoir été vécues. Pour rembourser, Yong-woo ne vit pas, il fonctionne. Alors on le voit sur des chantiers. Écoutez le bruit sourd de la pelle qui entre dans la terre. Ce n'est pas le son du travail honnête, c'est le son de l'aliénation. Chaque brique qu'il porte est une minute de liberté qu'il ne récupérera jamais. Ses mains ne servent plus à créer, elles servent à payer pour le droit d'exister un jour de plus. Et le pire, c'est qu'il est le seul dans sa propre tragédie. Ses parents le regardent avec ce silence lourd, ce silence qui hurle. Qu'est-ce qu'on a bien pu échouer avec lui? Sa sœur réussit tout ce qu'elle entreprend. Et le monde avance à 100 à l'heure. Et lui, il est coincé sur le bas-côté, à regarder la poussière soulevée par les autres. Alors, comme des millions d'autres, il cherche une issue, une porte de sortie. Et cette porte, elle s'appelle Satisfy. Un monde virtuel où les règles de la réalité ne s'appliquent plus. Où vous pouvez être un guerrier, un mage, une légende. Mais voici la vérité que Yong-woo refuse de voir. On n'échappe pas à sa propre nature. Dans Satisfy, il s'appelle Gride. Et Gride est le prolongement exact de Yong-woo. Il est envieux, il est colérique, il est ce joueur qui, au lieu de s'améliorer, passe son temps à maudire la chance des autres. Et c'est ici que le génie cruel de cette œuvre apparaît. Dans la plupart des histoires, le jeu vidéo est un terrain de jeu où le héros révèle son potentiel. Pour Gride, c'est un miroir grossissant de ses propres failles. Il n'a pas de réflexe, il n'a pas d'instinct, il n'a rien. Il passe des mois à farmer des monstres insignifiants, accumulant des pièces de monnaie avec la même désespérance qu'il porte des briques sur un chantier. Il ne joue pas pour s'amuser, il joue pour survivre. Et c'est peut-être la chose la plus triste qu'on puisse dire d'un jeu vidéo. Transformer le rêve en un second emploi, encore plus précaire que le premier. Il y a cette scène, souvent ignorée, où il observe les hauts gradés à la télévision. Il ne voit pas des joueurs, il voit des dieux. Et sa réaction n'est pas de l'inspiration, c'est de la haine. Alors, posez-vous la question, pourquoi détestons-nous ceux qui réussissent quand nous sommes au plus bas? Parce que leur succès est la preuve vivante que notre échec n'est pas une fatalité, mais une suite de choix. Yong-woo déteste le génie de Satisfy parce qu'il lui rappelle que même dans un monde virtuel où tout est possible, il a quand même réussi à être un figurant. Il est enfermé dans une boucle de ressentiment. Il attend un miracle tout en étant convaincu qu'il ne le mérite pas. Il est l'homme qui ne devrait jamais réussir, non pas parce que le monde est contre lui, mais parce qu'il a déjà accepté sa propre défaite. Et pourtant, si je vous parle de lui pendant toute la vidéo, c'est parce que quelque chose va casser. Pas le système, pas le jeu, mais lui-même. Nous sommes au point zéro. Le moment où la douleur devient si forte qu'elle se transforme en une autre forme d'énergie. Si cette histoire commence par l'autopsie d'un raté, comment se fait-il qu'elle finisse par devenir le manuel de survie de toute une génération? Bienvenue dans la psychologie de l'effort. Bienvenue dans Overgearing. 3 mois, 90 jours, plus de 2000 heures. C'est le temps que Shin Yong-woo a passé à l'extrémité du nord du continent, dans une zone où le vent hurle plus fort que l'homme. 3 mois enfermé dans une quête dont personne ne voulait. Visualisez l'effort. Ce n'est pas le montage dynamique d'un film où les jours défilent en musique. C'est la répétition morbide d'un homme qui gratte la pierre avec ses doigts, jusqu'au sang. Gride n'est pas là pour la gloire. Il est là parce qu'il a passé un contrat avec un homme du jeu, le comte H. La mission était simple, trouver un livre rare. Mais dans un monde aussi vaste que Satisfy, chercher un objet peut devenir une condamnation à perpétuité. Pourquoi rester 3 mois dans une grotte gelée?
Parce que Gride souffre de ce que l'on appelle en psychologie le biais du coup irrécupérable. À la fin du premier mois, il aurait pu arrêter. Mais s'il arrêtait, ce mois aurait été perdu. À la fin du deuxième mois, l'idée de faire demi-tour était devenue insupportable. Plus il investissait de temps, plus il était obligé de continuer pour justifier son sacrifice. C'est le piège du joueur. C'est le piège de celui qui reste dans une relation toxique ou un métier qu'il déteste. Simplement parce qu'il a déjà mis trop de lui-même. Gride ne joue plus, il parie sa santé mentale. Alors on le voit manger des rations sèches, dormir sur le sol virtuel, ignorer le message de sa famille dans la réalité. Il est devenu un fantôme numérique, un esclave volontaire d'une intelligence artificielle. Et finalement, au bout du tunnel, la lumière. Il le trouve. Le livre rare de Pagma. Dans n'importe quel autre récit, ce serait le moment de la récompense. Le héros ramène l'objet, reçoit une montagne d'or, et tout le monde l'applaudit. Mais la vie n'a jamais été tendre avec Shin Yong-gu. Pourquoi Satisfy le serait-il? Lorsqu'il retrouve le compte Ashur, le dénouement n'est pas une poignée de main, c'est un rictus. Gride comprend trop tard qu'il n'était qu'un consommable, un outil jetable que l'on brise après un usage pour ne pas avoir à le payer. Le compte ne veut pas le récompenser, il veut l'éliminer, pour garder le secret du livre. Imaginez la scène. Le vent froid des montagnes, la supériorité écrasante des gardes du comte, et Gride, ce joueur de bas niveau, épuisé, qui réalise que ses 3 mois de sacrifice ne valent absolument rien aux yeux du système. C'est le moment où l'injustice devient physique. C'est cette boule dans la gorge que vous ressentez quand vous avez tout donné pour un projet, pour un examen ou pour quelqu'un, et que le résultat est un non méprisant. Cerclé par les ennemis, Gride fait un choix de pur dépit. Puisqu'il va mourir, puisqu'il va tout perdre, autant brûler le monde avec lui. Quand Gride retire son casque dans sa chambre miteuse, le silence est plus que lourd. Encore plus lourd que d'habitude. Il regarde ses statistiques. Niveau 1, sa réputation auprès de la noblesse, détruite, ses 3 mois de travail, évaporés, c'est le zéro absolu. C'est cet instant de vide où vous réalisez que vous avez couru un marathon pour finir derrière la ligne de départ. Vous n'avez pas juste échoué, vous avez reculé. Comment se relève-t-on quand on n'a plus rien? Pas même l'estime de soi. La plupart des gens s'arrêteraient là. Ils diraient que le jeu est truqué, que la vie est injuste, et ils abandonneraient. Et honnêtement, personne ne pourrait les blâmer. Gride est au point le plus bas de son existence. Il a tout perdu, son temps, son niveau, son espoir. Mais c'est précisément dans ce néant que va naître une anomalie. Car si le miracle n'est pas arrivé, c'est peut-être parce que le miracle, c'était lui. On entre dans la phase la plus étrange de l'ascension. Celle où l'on reçoit enfin ce qu'on désirait tant, pour se rendre compte que c'est qu'un cadeau empoisonné. Félicitations, vous êtes devenu une légende. C'est ce que le système dit à Gride. Il est désormais le successeur de Pagma, une classe de rang légendaire. Dans le monde de Satisfy, c'est l'équivalent de gagner au loto. Alors qu'on est sur le point de mourir de faim. C'est un titre qui devrait faire trembler les continents et mettre les grandes guildes à ses pieds. Mais regardez bien. Regardez-le bien. Regardez ses statistiques. Force 1, agilité 1, intelligence 1. Il est devenu une légende, certes, mais une légende de niveau 1. C'est la fameuse cruauté, sublime de la réalité, qui s'invite dans le virtuel. Un titre prestigieux ne remplacera jamais la compétence. C'est une coquille vide, une armure magnifique portée par un squelette. Or, on nous apprend depuis l'enfance à poursuivre des titres, des diplômes, des statuts sociaux, mais Gride vient de découvrir la règle d'or. Le titre sans l'effort n'est qu'une cible peinte dans votre dos. Normalement, un héros légendaire, ça combat, ça tranche des dragons, ça sauve des cités, mais Pagma n'était pas un guerrier, c'était un forgeron. Et c'est ici que le récit casse brutalement les codes du genre. Gride voulait de la puissance, il a reçu un marteau. Il voulait de la gloire immédiate, il a reçu un métier. Réfléchissez donc à la frustration que cela représente pour un homme comme lui. Un homme impatient, colérique, et qui ne cherche que le raccourci vers la richesse. Le système vient de lui dire « Tu veux réussir? Très bien. Alors tu vas passer les prochaines années de ta vie à frapper sur du métal brûlant dans une cave sombre. » C'est le paradoxe du successeur de Pagma. Pour devenir le plus fort, il doit accepter d'être, aux yeux du monde, le plus servile.
Il doit quitter le champ de bataille pour l'atelier. C'est ce qu'on pourrait dire une métaphore de la vie réelle, que nous ignorons trop souvent. On veut tous être écrivain célèbre, mais personne ne veut passer 10 ans à corriger des manuscrits dans l'ombre. On veut tous être l'athlète sur le podium, mais personne ne veut la solitude de la salle d'entraînement à 5h du matin. Alors Gride commence à forger. Écoutez le rythme. Ce n'est pas une cinématique de 3 secondes, ce sont des heures réelles, des jours dans la réalité, et sa chambre toujours aussi sale. Sa dette est toujours aussi lourde, mais dans le jeu, il est devant un foyer ardent. Au début, il rate tout. Ses épées sont tordues, ses armures se brisent au premier choc, le système lui rappelle constamment sa médiocrité. Vous avez échoué à comprendre l'essence du matériel. Alors à ce moment-là, n'importe quel autre joueur aurait hurlé à l'injustice. Mais Gride a un avantage que les génies n'ont pas. Il est habitué à l'échec. Sa vie entière est une suite de portes fermées. Alors pour la première fois, au lieu de s'énerver contre le monde, il s'énerve contre le métal. Il ne forge pas par passion, il forge par rage. Il forge parce que c'est la seule chose qui lui reste pour ne pas s'effondrer. C'est une forme de thérapie brutale. Chaque coup de marteau est une insulte jetée à ceux qui l'ont mépris. Pour le comte Ashur. Pour ses anciens camarades. Pour lui-même. Puis quelque chose d'étrange se produit. À force de forger, ses statistiques commencent à monter. Pas parce qu'il tue des monstres, mais parce qu'il effectue des gestes parfaits. Le système de Satisfy, géré par l'IA Morpheus, commence à remarquer une anomalie. Les joueurs normaux cherchent l'optimisation, le gain rapide de points d'expérience. Gride, lui, est en train de redéfinir la notion de progression par la répétition pure. On commence à voir les premiers signes de ce qui fera sa force plus tard, la patience forcée. Il n'est toujours pas un héros, il est toujours ce type endetté et antipathique. Mais il se passe quelque chose de fondamental dans son cerveau. Le circuit de la récompense est en train de changer. Il commence à comprendre que l'objet qu'il crée est le reflet exact de l'intention qu'il y met dedans. S'il bâcle, l'objet est médiocre. S'il s'investit toutefois, l'objet brille. Pour la première fois de sa vie, Gride découvre qu'il a un contrôle direct sur son destin. C'est un miracle, oui, mais pas celui qu'il espérait. Ce n'est pas le miracle de la puissance, c'est le miracle de la responsabilité. Alors la question se pose, pourquoi donner un pouvoir légendaire à quelqu'un incapable de l'utiliser? Peut-être parce que le pouvoir n'est pas une destination, mais un test de caractère. Le monde de Satisfy continue de tourner, les héros s'illustrent, les guerres éclatent, et pendant ce temps, dans une forge obscure, une légende est en train de naître. Non pas dans le sang, mais dans la sueur. Pendant que le monde joue au jeu, Gride est en train de travailler. Et vous? Est-ce que vous jouez ou est-ce que vous forgez? Dans Satisfy comme dans la vie, tout est une question de barrière. Le système est une hiérarchie de murs invisibles. Vous trouvez une épée divine? Vous ne pouvez pas la porter? Votre niveau est trop bas. Vous voulez utiliser ce bâton de mage surpuissant? Impossible, votre intelligence est insuffisante. Vous rêvez de vêtir cette armure lourde? Désolé, vous n'êtes pas de la bonne classe. Le jeu vous dit constamment « Non, tu n'as pas le droit. Tu n'es pas assez. » C'est une structure qui protège l'équilibre du monde. Personne ne peut être tout à la fois. Personne ne peut briser l'ordre naturel des statistiques, sauf celui qui fabrique les murs. Et c'est ici que le destin de Gride bascule dans l'absurde. Pagma n'était pas seulement un forgeron. C'était l'homme qui comprenait l'âme des objets, mieux que quiconque. Et en héritant de sa classe, Gride hérite d'un privilège qui terrifie l'intelligence artificielle du jeu. La maîtrise totale. Peu importe le niveau ou la classe imposée par l'objet. Peu importe si l'arme demande une force de titan alors que Gride a le corps d'un enfant. Parce qu'il est le successeur de Pagma, il peut tromper l'objet. Il peut l'utiliser, peu importe ses propres faiblesses. Imaginez-la, cette scène dans la forge. Il tient une dague destinée aux assassins de haut rang. Il ne devrait même pas pouvoir la soulever sans se blesser. Mais dans ses mains, l'acier reconnaît son maître. Les restrictions s'évaporent. Les verrous sautent. C'est le premier cheat code de son histoire. Mais attention, ce n'est pas un cadeau gratuit. C'est une invitation à l'obsession. Gride comprend alors une vérité brutale. S'il ne peut pas être un génie du combat, il sera un monstre d'équipement. Alors il commence à accumuler tout ce qu'il forge, tout ce qu'il trouve. Il cherche à optimiser. Il ne cherche plus à devenir fort. Par le biais de ses muscles, il cherche à s'entourer d'une forteresse d'acier.
On entre alors dans la routine du travail invisible. Écoutez-le, le bruit du métal que l'on polit pendant des heures invisibles. Pendant que les autres joueurs célèbrent leur victoire en buvant dans la taverne, Gride est seul. Il étudie la courbure d'une lame, il teste la résistance d'un cuir, il répète le même geste 10 000 fois pour gagner un seul petit point de statistique de production. Le spectateur commence à avoir une transformation. Gride n'est plus seulement jaloux, il est occupé. La jalousie est une émotion passive, le travail est une action active. Et peu à peu, sans qu'il ne s'en rende compte, la seconde suivante est en train de dévorer la première. Et c'est là que naît le concept d'Overgeared. Être Overgeared, ce n'est pas être doué, c'est être si lourdement armé que le talent de l'adversaire devient hors sujet. De ce fait, si vous ne pouvez pas esquiver un coup parce que vous manquez de réflexes, alors portez une armure, si épaisse que l'épée de l'ennemi se brise sur votre torse. Si vous ne savez pas viser le point faible d'un monstre, alors maniez une arme si tranchante qu'elle coupe elle-même l'air autour de lui. Gride devient l'homme qui compense chaque faille de son âme par une réussite de son marteau. C'est une philosophie de la brute épaisse appliquée à l'artisanat. C'est la revanche du médiocre qui refuse de jouer selon les règles de l'élégance. Les gens y voient un tricheur, l'IA voit une erreur système, mais Gride, lui, commence à voir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. De la fierté. Pendant des mois, ce travail est resté invisible. Personne ne savait qui était ce forgeron solitaire enfermé dans sa bulle. Mais l'accumulation finit toujours par déborder. Le monde de Satisfy s'apprête à découvrir qu'un homme sans talent, armé d'une patience maladive, d'un équipement qui défie les lois de la physique, est bien plus dangereux qu'un héros légendaire. Le rideau va se lever pour ses premiers résultats. Et pour la première fois, ce ne sont pas les autres qui vont rire de Gride. C'est Gride qui va regarder le monde avec mépris. Mais à quel prix devient-on un monstre? Physiquement, dans la réalité, Gride n'a pas bougé. Il est toujours dans cette chambre qui sent la défaite. Ses dettes n'ont pas disparu par magie, mais si vous pouviez voir à l'intérieur de son crâne, vous verriez un paysage en train de changer. Au début de l'histoire, Yongu était un réacteur nucléaire alimenté par la jalousie. Chaque réussite d'autrui était une insulte personnelle. Il était emprisonné dans le « Pourquoi moi? Pourquoi suis-je pauvre? Pourquoi n'ai-je pas de chance ?» Mais quelque chose s'est brisé pendant ces mois de forge. À force de frapper l'acier, il a fini par se briser sa propre passivité. Le changement le plus profond chez Gride n'est pas son niveau, ni sa classe légendaire. C'est la mort de la mentalité de victime. Observez ses réactions face à un échec de forge. Avant, il aurait hurlé à l'injustice. Il aurait maudit les développeurs, le destin, le monde entier. Mais maintenant, il le fait, certes, mais il analyse aussi la température du feu, il vérifie la pureté du minerai, et il recommence. C'est le passage de la plainte à la responsabilité. Il a découvert que le métal ne ment pas. Si l'épée casse, ce n'est pas parce que le sort s'acharne, c'est parce qu'il a manqué de précision. C'est une leçon brutale que peu de gens acceptent d'apprendre. Tant que vous blâmez le monde pour vos échecs, vous donnez au monde le pouvoir sur votre vie. En acceptant d'être le seul responsable de sa médiocrité, Gride vient de s'emparer des commandes. On nous vend souvent la patience comme une vertu morale, un truc de sage ou de moine. Pour Gride, la patience c'est une arme de guerre. Parce qu'il doit forger pendant des jours pour obtenir un seul objet correct. Son rapport au temps a muté. Il ne cherche plus le plaisir immédiat, il a appris à vivre dans le futur. Il est capable de supporter une souffrance présente pour une satisfaction lointaine. Dans notre monde de gratification instantanée, où l'on scrolle pour un shoot de dopamine toutes les 3 secondes, ce que fait Gride est une forme de super pouvoir. Il devient discipliné, non pas par choix, mais par nécessité technique. Il commence à comprendre que la différence entre un génie et un raté, c'est souvent juste la capacité à rester assis devant son problème, un quart d'heure de plus que les autres. Et c'est ici que l'analyse commence à s'inviter dans notre récit. Certaines personnes changent leur façon de voir l'échec. Elles arrêtent de demander « pourquoi j'ai échoué ?» et commencent à se demander « comment progresser ?» Gride est en train de vivre ce que les psychologues appellent le passage d'un « fixed mindset » à un « growth mindset ». Il pensait au début que son talent était défini à la naissance, alors que maintenant, il découvre qu'il est une pâte à modeler, qu'il peut sculpter lui-même à coups de marteau. Il commence à penser en système, pas en émotion. Il ne voit plus des ennemis, il voit des obstacles à surmonter. Il ne voit plus de la richesse, il voit des ressources à optimiser. Et c'est à ce moment-là que le MC cancéreux des premiers chapitres est en train de mourir. Et ce qui émerge à sa place est quelque chose de beaucoup plus froid.
et beaucoup plus efficace. Ce qui change vraiment, ce n'est pas ce que Gride possède, c'est ce qu'il perçoit. L'histoire de Gride n'est plus seulement une histoire de jeu vidéo, elle commence à devenir un modèle de reconstruction personnelle. Le monde ne s'en rend pas encore compte. Ses ennemis le voient toujours comme un forgeron chanceux, mais la réussite visible n'est que la partie émergée d'un iceberg de changements mentaux profonds. La question n'est plus de savoir s'il va réussir, la question est jusqu'où peut aller un homme qui a décidé de ne plus jamais se trouver d'excuses. On commence à voir les résultats, et croyez-moi, ils ne sont pas dus à la chance. Le silence de l'atelier est enfin brisé. Après des mois d'isolement, Gride sort de l'ombre. Et il ne sort pas les mains vides. Dans son inventaire, des objets qui ne devraient pas exister. Des lames dont le tranchant semble diviser l'air. Des armures qui scintillent d'une lueur que les joueurs de haut niveau ne reconnaissent pas encore. C'est le moment où les premiers résultats financiers tombent. Les ventes aux enchères s'affolent, les rumeurs se propagent dans les tavernes de Satisfy. On parle d'un forgeron inconnu, un fantôme, capable de produire des équipements qui surpassent tout ce que les grandes guildes ont pu looter sur des boss de donjons. Pour la première fois, le convocateur de Gride, dans la vraie vie, commence à se remplir. La dette, cette montagne qui semblait infranchissable, commence à s'effriter. Mais écoutez ce que disent les gens. Écoutez le bruit de la foule. Ah, il a de la chance. Il a trouvé un glitch. Il a juste hérité d'une classe cheatée. Et ça, c'est une réaction humaine universelle. Lorsque nous voyons quelqu'un réussir subitement, notre cerveau cherche une explication qui nous rassure. Si c'est de la chance, alors ce n'est pas de notre faute si nous n'en sommes pas là. Si c'est un privilège, alors l'ordre du monde reste logique. Personne ne veut imaginer les milliers d'heures passées dans la pénombre. Personne ne veut voir les mains brûlées, la fatigue oculaire et la répétition aliénante du même geste, encore et encore. Le spectateur, lui, ne voit que le trophée. Il refuse de voir l'arène. Et c'est ici que l'analyse devient chirurgicale. La réussite visible n'est jamais le début de l'histoire. C'est la conclusion d'un long tunnel de travail invisible que tout le monde a choisi d'ignorer. L'ironie suprême, c'est que Gride lui-même commence à être perçu comme un génie. Lui, le médiocre. Lui, le raté du chantier de construction. Il est maintenant poursuivi par les plus puissants joueurs du monde qui mendient ses services. Il voit en lui un talent inné, une bénédiction des dieux. Mais Gride sait. Il sait que chaque succès critique lors de sa forge n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une compréhension intime des matériaux qu'il a acquis au prix de sa santé mentale. Le talent, c'est souvent le nom que les paresseux donnent à la persévérance des autres. À ce stade, le point de non-retour narratif est atteint. L'histoire de Gride n'est plus seulement une épopée fantasy, elle est devenue un modèle de ce que la psychologie appelle la maîtrise. Ce moment où l'effort devient si fluide qu'il ressemble à de la magie pour ceux qui regardent de l'extérieur. Gride commence à regarder ses joueurs de haut rang avec un nouvel œil. Avant, il les enviait, maintenant il les méprise. Non pas par arrogance gratuite, mais parce que maintenant il voit à travers eux. Il voit leur dépendance aux statistiques, leur peur de perdre des rangs. Il réalise qu'avec son marteau, il a construit quelque chose de plus solide que leur château de pixels. Il a construit une valeur intrinsèque. Le raté est devenu le centre de gravité du monde. Et c'est ici que la vidéo change de dimension. On ne parle plus de Gride, on commence à parler de vous. Parce que ce décalage entre le travail invisible et la reconnaissance publique, c'est le filtre à travers lequel nous jugeons notre propre vie. On attend tous les signes de réussite pour commencer à se respecter. Gride nous montre qu'il faut se respecter dans l'ombre pour que les signes finissent par apparaître. L'œuvre commence donc à s'effacer. Le personnage de Gride s'est transformé, et avec lui, notre regard a changé. Mais est-ce que cette règle s'arrête aux frontières du jeu vidéo coréen? Est-ce que ce mécanisme de la réussite invisible est une exception ou une loi universelle? Préparez-vous, car nous allons quitter Satisfy. Nous allons quitter la fiction. Il est temps de regarder dans votre propre forge. Pourquoi la plupart d'entre vous s'arrêtent-ils juste avant que le métal ne commence à briller? Oubliez Satisfy. Oubliez les classes légendaires et les épées mythiques. Ce que nous venons de disséquer chez Gride, ce n'est pas un mécanisme de jeu vidéo. C'est une loi physique de notre propre réalité. Une règle si simple qu'elle en devient invisible, et si brutale que la plupart d'entre nous passent leur vie à essayer de l'ignorer. Regardez autour de vous. Dans chaque domaine, dans chaque discipline, il existe un point de bascule. Ce moment où un individu semble s'élever au-dessus de la masse. Nous appelons ça le succès. Nous appelons ça le génie. Mais ce que nous voyons n'est que l'écume de la surface de l'océan. Prenez un athlète olympique par exemple. Un chirurgien de renommée mondiale.
Un pianiste capable de faire pleurer une salle entière. On admire la performance, on applaudit la fluidité du geste, mais personne ne veut regarder l'obscurité qui a précédé la lumière. On ne veut pas voir les 10 000 heures de répétition aliénantes. On ne veut pas voir les matins d'hiver où le corps hurle de rester au lit, mais où la volonté s'arrache au drap. On ne veut pas voir la solitude de celui qui, comme Gride, devant son enclume, a choisi de sacrifier son présent pour un futur hypothétique. La règle cachée est celle-ci. La valeur d'une réussite est directement proportionnelle à la quantité de travail invisible qui la précède. Si c'est facile, cela n'a aucune valeur. Si tout le monde peut le faire, le système le remplace. La seule chose qui ne peut pas être automatisée, la seule chose qui ne peut pas être achetée, c'est le temps que vous passez à souffrir dans l'ombre pour maîtriser votre propre art. Alors oui, nous vivons dans l'ère du raccourci. On nous vend des méthodes pour apprendre une langue en 30 jours, des régimes pour transformer son corps en 2 semaines, des formations pour devenir riche sans effort. Nous sommes devenus des junkies du résultat immédiat. On veut la classe légendaire de Gride, mais on refuse les 3 mois de quête dans le froid. Mais la réalité est un juge impartial. Tout ce qui est acquis rapidement se dissout avec la même vitesse. Le succès sans fondation est une tour de sable qui s'effondre à la première marée. Ce qui rend Gride redoutable, ce n'est pas son livre de Pagma, c'est le fait qu'il a appris à forger quand le livre ne lui donnait encore rien. Il a construit ses fondations dans l'échec. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez du talent, car le talent est une ressource bon marché. La vraie question est, êtes-vous capable de supporter l'absence de résultats? La psychologie moderne appelle cela la pratique délibérée. Ce n'est pas juste répéter ce qu'on sait déjà faire, c'est se placer volontairement à la limite de ses capacités. Là où c'est inconfortable, là où on rate, là où on se sent stupide. Gride n'a pas progressé en faisant des choses faciles, il a progressé en s'attaquant à des métaux qu'il ne savait pas dompter. La plupart d'entre nous pensent qu'on travaille dur, mais en réalité, on ne fait que répéter notre propre zone de confort. On ne forge pas, on caresse le métal. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents. Elle appartient à ceux qui ont la capacité cognitive de tolérer l'ennui et la frustration de la répétition. C'est une forme de violence que l'on s'inflige soi-même, pour forcer le monde à nous reconnaître. Regardez vos projets en cours. Vos rêves que vous avez mis de côté. Est-ce qu'ils échouent parce que vous manquez de talent? Ou est-ce qu'ils échouent parce que vous avez refusé de traverser la période de travail invisible? Gride n'est pas un héros de fiction, c'est un diagnostic. Et si vous commencez à vous sentir mal à l'aise en écoutant ces mots, c'est que le diagnostic commence à faire effet. Il existe un endroit dans chaque projet humain qui n'est mentionné sur aucune carte. Les chercheurs l'appellent le plateau du potentiel latent. Les entrepreneurs, eux, l'appellent le creux. Personnellement, je l'appelle la vallée de la déception. C'est cet instant cruel et interminable où l'effort que vous fournissez ne produit aucun résultat visible. Vous travaillez, vous étudiez, vous vous entraînez, et le curseur ne bouge pas. Vous êtes comme Gride dans ses premiers mois de forge. Vous tapez le métal, mais tout ce que vous obtenez, c'est de la ferraille tordue. Et c'est là que se joue le destin. Pas dans le succès, mais dans l'absence apparente de succès. Pourquoi est-ce si dur? Parce que notre cerveau est câblé pour être linéaire. On pense que si on travaille 2 fois plus, on aura 2 fois plus de résultats. C'est une erreur logique, mais fatale. La progression réelle est exponentielle. Elle reste plate, invisible et souterraine pendant 90% du temps, avant d'exploser brutalement. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils attendent un signal du monde entier. Ils veulent que leur Satisfy leur dise « Félicitations, vous avez progressé ». Mais le monde est silencieux. Le monde s'en fout de vos efforts. Regardez vos propres échecs. Ce sport abandonné après 2 mois. Cette chaîne YouTube délaissée après 10 vidéos sans vue. Ce projet professionnel mis au placard parce que ça ne décollait pas assez vite. Vous n'avez pas échoué par manque de capacité. Vous avez échoué parce que vous avez confondu l'absence de résultat avec l'absence de progression. Vous étiez en train de chauffer le métal, mais vous avez lâché le marteau juste avant qu'il ne devienne malléable. À cette fatigue personnelle s'ajoute un poison extérieur. Les autres. Gride vivait dans la jalousie des hauts. Aujourd'hui, vous vivez dans la jalousie du flux Instagram, de la réussite scénarisée de vos voisins ou de parfaits inconnus. On voit le résultat final de ceux qui ont traversé cette fameuse vallée. Et on compare leur fin à notre début. L'abandon est souvent une mesure de protection sociale. On arrête pour ne plus avoir l'air ridicule. On arrête pour ne plus avoir à expliquer pourquoi on échoue. On préfère dire « j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait plus ».
Plutôt que de dire « J'ai arrêté parce que je n'étais plus assez fort pour supporter cette médiocrité pendant plus d'1 an ». L'ego est le plus grand obstacle à une légende. Gride a dû devenir le déchet du jeu, le niveau 1 ridicule, le forgeron solitaire, pour enfin devenir intouchable. Il a accepté d'être une risée. Et vous? Réfléchissez au silence qui suit un abandon. C'est un silence confortable, au début. Plus de pression, plus de frustration, mais c'est un silence qui ronge. Chaque projet abandonné est une petite partie de votre confiance en vous qui s'évapore. À chaque fois que vous lâchez le marteau avant la fin, vous vous envoyez un message. Je ne suis pas le genre de personne qui finit ce qu'elle commence. C'est ainsi qu'on devient Shin Yong-woo, au début de l'histoire. Un homme aigri, persuadé que le monde entier est contre lui, alors qu'il est simplement le produit de ses propres renoncements. L'abandon n'est pas un événement, c'est une habitude. Et la persévérance, c'est une compétence que l'on forge coup après coup, précisément quand on a envie de tout arrêter. Et si maintenant, on commençait à parler du talent? C'est un mot magnifique, n'est-ce pas? C'est un mot qui nous permet de dormir la nuit. Si nous échouons là où d'autres réussissent, nous nous disons juste « il a du talent ». Et instantanément, la douleur de l'échec s'évapore. Parce que si c'est une question de gène, si c'est une question de don divin, de chance biologique, alors nous ne sommes plus responsables. Nous sommes juste les victimes d'une loterie injuste. Le talent est le mensonge le plus confortable que l'humanité ait inventé pour protéger son propre ego de la réalité. Alors regardons l'œuvre une dernière fois. Gride a-t-il du talent? Non. Le monde de Satisfy regorge de génie. Des épéistes nés avec un sens du rythme parfait, des mages dont l'intelligence dépasse les limites du code, des joueurs qui dès la première minute maîtrisent les mécanismes que Gride a mis des mois à comprendre. Voici ce que l'œuvre Overgeared nous hurle au visage. Le talent est une accélération, pas une direction. Le talent permet juste d'aller plus vite au début, mais le talent ne vous apprend pas à souffrir. Le talent ne vous apprend pas à gérer l'ennui. Le génie est souvent plus fragile, car il n'a jamais eu à construire de muscles mentaux pour surmonter l'échec. Gride, lui, a dû tout construire. Chaque millimètre de sa puissance a été payé en sueur et en frustration, car lorsque le talent sature, et il sature toujours, il ne reste que la structure que vous avez bâtie en dessous. Et la structure de Gride est faite d'acier trempé, là où celle des génies est faite de verre. On nous montre H24 des prodiges de 15 ans, des entrepreneurs milliardaires avant 25 ans, et on se sent diminué. Mais ce que vous appelez talent, c'est souvent juste une exposition précoce à la répétition. Personne ne naît avec la maîtrise. La maîtrise est une accumulation. Gride est devenu exceptionnel, non pas parce qu'il était le successeur de Pagma, mais parce qu'il a été le seul assez fou pour traiter le monde virtuel avec le sérieux d'une survie réelle. La légende n'est pas dans son titre, elle est dans le fait qu'il ait refusé de lâcher son marteau quand n'importe quelle personne saine d'esprit l'aurait fait. Le talent peut vous ouvrir la porte, mais c'est la répétition qui vous permet de rester dans la pièce. Combien de génies avez-vous vu s'éteindre parce qu'ils n'avaient pas la force de caractère de Gride? Combien de fois avez-vous abandonné en disant « je ne suis pas doué pour ça » alors que vous n'aviez même pas encore commencé à forger? Et c'est ici que la leçon devient brutale. Si le talent n'est pas un facteur déterminant, alors vous n'avez plus d'excuses. Si la réussite dépend de la durée, de la répétition et de la tolérance à la douleur, alors votre situation actuelle est le résultat direct de vos capacités à persévérer. Alors oui, même pour moi, ce n'est pas une pensée rassurante. C'est même une pensée terrifiante. Mais cela signifie une chose. Cela signifie que vous aviez le pouvoir, mais que vous avez choisi le confort de l'abandon. Gride n'est plus un personnage de fiction à ce stade de la vidéo. Il est la preuve vivante que la médiocrité n'est pas une condamnation, c'est une étape. Une étape que la plupart des gens choisissent de rendre permanente par peur de l'effort invisible. Le talent est le bruit, la persévérance est le signal. Cette œuvre va disparaître de cet écran dans quelques secondes. Gride va retourner dans ses chapitres, dans sa forge, dans sa légende de pixels. Mais vous restez ici, dans la réalité, dans ce même miroir que Shin Yong-woo fixait, avec haine, au début de la vidéo. La vraie question n'a jamais été de savoir si Gride allait devenir un dieu. La vraie question, c'est ce que vous allez faire de votre marteau une fois que cette vidéo sera terminée. Il ne reste qu'une seule chose à dire. Une dernière confrontation. Pour cette dernière partie, j'ai décidé d'être vrai. Comme vous entendez, il n'y a plus de modificateur de voix. On va enlever aussi toute cette musique de fond. On va aussi enlever le feu qu'il y a derrière moi ou même le bruit des montagnes que j'ai mis derrière. On va parler vraiment.
car l'histoire de Gride est terminée. Shin Yong-gu a réussi. Il a remboursé ses dettes, il a gagné le respect du monde, il est devenu une légende. Mais cette satisfaction que vous ressentez pour lui est un piège. C'est une dopamine de substitution. Vous avez regardé la progression d'un autre pour oublier pendant quelques minutes l'immobilité de votre propre vie. Maintenant, éteignez les lumières de la fiction. Regardez vos mains, regardez votre écran. Où en êtes-vous ? Combien de projets avez-vous abandonnés à mi-chemin ? Combien de fois avez-vous ressenti cette étincelle, cette envie de changer, de créer, de devenir overgueride dans votre propre domaine, pour finalement laisser l'étincelle s'éteindre au premier souffle de difficulté ? On a tous un cimetière dans un coin de notre esprit. Un cimetière rempli de chaînes YouTube jamais lancées, d'instruments de musique qui prennent la poussière, de manuscrits qui ne dépassent jamais la 10e page, de corps que l'on n'a jamais osé sculpter. Et à chaque fois, la raison est la même. On a eu peur du silence de la vallée de la déception. On a refusé d'être le niveau 1 que tout le monde pointe du doigt. Le monde est rempli de gens qui auraient pu être des légendes, mais qui ont préféré rester des spectateurs parce que c'était plus sûr, parce que dans les tribunes, on ne risque pas de louper son coup de marteau. La réussite n'est pas un mystère. Ce n'est pas une formule magique réservée à une élite, c'est une statistique de survie. Si vous continuez quand les autres s'arrêtent, vous devenez mécaniquement rare. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Gride n'est pas devenu exceptionnel parce qu'il était talentueux, il est devenu exceptionnel parce qu'il était le dernier homme debout dans l'atelier. Quand tous les génies se sont lassés, quand tous les impatients sont partis chercher un autre jeu, il était toujours là. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez ce qu'il faut pour réussir. La vraie question est combien de temps êtes-vous prêt à être médiocre avant de devenir bon ? Combien d'échecs pouvez-vous encaisser avant que votre volonté ne se brise ? Alors oui, la vidéo va s'arrêter. Et vous allez retourner à votre quotidien. Et vous avez 2 choix. Le premier, oubliez tout ce qui vient d'être dit. Retournez dans le confort de la plainte, dire que Gride est une fiction et que votre réalité est différente. Vous trouvez des excuses. Et c'est le choix le plus facile. Et c'est celui que feront 99% des gens qui regarderont ceci. Le second, par contre, c'est d'accepter qui vous êtes, en ce moment même. Un forgeron dans votre domaine, mais de niveau 1. Acceptez que le travail qui vous attend sera long, ingrat, et que personne ne vous applaudira avant la fin. Mais acceptez aussi que chaque heure de travail invisible est une brique de votre future légende. Le talent est un mensonge, la chance est une excuse. Il ne reste que vous, le métal froid et le temps qui passe. Gride a cessé d'être un raté le jour où il a décidé de ne plus jamais poser son marteau. Et vous ? Quand est-ce que vous allez commencer à forger ? Et ça, la réponse ne m'appartient pas. Elle vous appartient uniquement.